Partie 3. Le monde de la recherche. Chapitre 1. La science n'est pas une opinion. Pour connaître la vérité, ou plutôt sa meilleure approximation, tu dois t'informer auprès des analyses les plus rigoureuses. La méthode scientifique est justement là pour rigoureusement collecter et analyser les faits. Et cela, quel que soit le domaine d'expertise, qu'on parle du climat, de l'histoire, de l'économie, etc. Le meilleur moyen de t'informer sur les sujets d'expertise, c'est donc de t'informer auprès de ce que la science a établi. Oui, mais s'informer de la sorte, ce n'est pas si facile. Entre ce que les chercheurs ont établi et ce qui arrive aux oreilles du public, il y a tout un monde. Absolument. Et c'est là le but de cette troisième partie du cours. T'apprendre à ne plus te faire manipuler sur les sujets pourtant déjà investigués par la recherche. Je te vois venir. Tu vas me dire qu'il faut que je m'informe auprès de chercheurs de droite et de gauche, afin de me faire ma propre opinion. Pas du tout. Il y a beaucoup de problèmes avec une approche aussi simpliste. Mais tout d'abord, je tiens à insister sur la différence entre un fait et une opinion. La science n'est pas une opinion. Il n'y a pas de science de droite et de science de gauche. La science est basée sur des preuves factuelles, pas sur des croyances, pas sur la tradition, et pas sur de la pure théorie. Bien sûr, les chercheurs ont leur propre opinion sur l'interprétation des faits. Mais c'est seulement par de nouvelles expériences ou analyses de données qu'ils peuvent valider ou invalider leurs interprétations, pas à coup de belle rhétorique. Pour insister sur ce point, les anglophones utilisent le terme « evidence-based science », qui se traduit par « science basée sur des preuves ». Ils parlent par exemple de « evidence-based medicine » pour distinguer la médecine basée sur des preuves des médecines basées sur une tradition ou de la pure théorie. Remarque que presque toutes les sciences sont basées sur des preuves. Il n'y a peut-être que les mathématiques, l'informatique et la philosophie qui font exception. Ces sciences étant de pures démonstrations logiques. Mais pour tous les autres domaines, ce sont les preuves qui tranchent. Donc qu'on parle de médecine, de physique ou d'économie, sans preuves factuelles, les théories n'y sont considérées que comme des hypothèses. Bref, la science n'est pas une opinion. Elle est basée sur les faits. Traiter la science comme une opinion, c'est assurer la suprématie de la rhétorique sur la réalité des faits. Chose qui revient à foncer droit dans le mur du dénialisme. Dans le mur du quoi ? Le dénialisme, c'est la forme d'obscurantisme qui consiste à nier les preuves sur un sujet. Plutôt que de se soumettre à l'exercice de la démonstration pour prouver que les preuves existantes sont en réalité caduques, le dénialisme consiste à simplement nier ces preuves. Ce déni, il se fait soit en passant ces preuves sous silence, soit en avançant des contre-arguments déjà prouvés faux, ou soit en calomniant les institutions à l'origine de ces preuves. En anglais, cette forme d'obscurantisme se dit denialism. En espagnol, cela se dit négationnismo. Et donc en français ? Eh bien, certains traduisent cela en français par négationnisme. Mais en français, ce terme a une forte connotation pour le cas particulier de la négation des preuves d'un génocide. Pour qu'il n'y ait pas de confusion, je préfère donc parler de dénialisme, même si c'est un anglicisme. Ok. Tu disais, la science n'est pas une opinion. D'accord. Mais j'ai quand même mon mot à dire sur ce que les chercheurs ont établi, non ? Absolument pas. Croire que tu peux trancher les débats d'experts et émettre ton propre jugement sur ce que les chercheurs ont rigoureusement établi, ça serait d'une arrogance incroyable. En tant que citoyen, ça n'est pas ton job d'établir les faits. Rappelle-toi du 5e principe de notre méthodologie. Tu dois obligatoirement déléguer le travail d'établissement des faits aux institutions indépendantes les plus compétentes. Ton job, c'est de t'assurer que ces dernières soient régies par des mécanismes assurant la fiabilité de leur travail. Mais tu dois accepter leurs conclusions telles quelles. C'est là le 7e principe de notre méthodologie. Fie-toi aux mécanismes, pas aux individus, ni à ce que tu crois être des résultats corrects. Ok, donc la science n'est pas une opinion. Mais par contre, il y a des sujets d'expertise qui impliquent des choix. Par exemple, le choix de prendre un médicament, ou le choix d'appliquer une politique économique en particulier. Est-ce que là non plus, je n'ai pas mon mot à dire ? Si, tu as ton mot à dire sur les choix, pas sur les faits. Un choix relève de l'opinion, alors que la science relève des faits. Par exemple, pour un médicament, tu n'as pas ton mot à dire sur son degré d'efficacité, ni ses effets indésirables. Ça, c'est le boulot de la science.
Et tant que les mécanismes régissant son travail remplissent les critères de fiabilité, tu dois accepter les résultats tels quels. Par contre, la question de prendre un médicament, de le rendre remboursable, voire même obligatoire, c'est bien un choix. Cela relève donc de l'opinion. Tu es tout à fait légitime pour émettre ta propre opinion sur ces choix. Donc, quelle que soit ton opinion, elle sera toujours légitime. Par contre, lorsque tu te mets à remettre en question les faits, par exemple en niant les résultats des expériences ayant permis de quantifier la probabilité des effets indésirables, eh bien là tu fais du dénialisme. Et c'est illégal, ça? Bien sûr que non, mais c'est l'erreur assurée. Ok. Donc, il n'y a pas de science de gauche ou de science de droite, car les faits sont juste simplement des faits. Mais par contre, il y a quand même des sujets qui peuvent plus intéresser des gens de gauche que des gens de droite. Par exemple, enquêter sur l'évolution des inégalités de richesse, cela intéressera plus probablement des gens de gauche. Et à l'inverse, enquêter sur les inconvénients économiques de la semaine des 35 heures, cela intéressera plus probablement des gens de droite. Certes, mais dans les deux cas, les faits qui sont établis ne relèvent pas de l'ordre idéologique. Il n'y a pas de fait de gauche ou de fait de droite. Pour conclure, en tant que citoyen, tu dois te prononcer sur des choix, pas sur des faits. Les faits ne sont pas une opinion. La science n'est pas une opinion. Ton rôle, c'est de comprendre les mécanismes qui doivent régir le monde de la recherche afin d'assurer la fiabilité de son travail. Mais si de tels mécanismes sont bien en place, tu dois alors accepter les résultats tels quels. Il n'y a pas de pseudo-scepticisme à avoir. Ce qui est prouvé, c'est prouvé. Peut-être qu'un jour, de nouvelles preuves plus solides et établies sous un mécanisme au moins aussi fiable remettront en question ces faits. Mais en attendant, tu dois accepter ces faits tels quels. Ok, mais quels sont donc les mécanismes qui permettent d'assurer la fiabilité de la production scientifique? Eh bien, c'est ce que tu vas voir dans les prochains épisodes. Partie 3. Médecine fondée sur des preuves versus médecine traditionnelle versus médecine alternative. Ce chapitre est à l'écoute optionnelle. On entend beaucoup parler de médecine occidentale, mais aussi de médecine traditionnelle, médecine douce, alternative, etc. Dans un chapitre précédent, tu m'as même parlé de médecine fondée sur des preuves, terme que je ne connaissais pas auparavant. Est-ce que tu peux me clarifier tous ces termes? Ok, je veux tout de suite commencer par dire que je n'aime pas le terme médecine occidentale. C'est un terme réducteur qui n'apporte aucune information utile. Si on voulait définir ce terme de façon neutre, on pourrait dire que la médecine occidentale, c'est l'ensemble des pratiques médicales communément effectuées par le corps médical en Occident. Mais encore une fois, ce terme ne nous dit rien d'utile. D'une part, ces pratiques évoluent continuellement. Sinon, on serait encore en train de faire des saignées et de coller des sangsues à tous les patients. Mais surtout, qu'est-ce qu'on en a à faire de savoir dans quel pays ces pratiques ont lieu ? La question, c'est de savoir si elles marchent, pas le pays où elles sont pratiquées. Ce sont donc les preuves d'efficacité qui comptent, pas la position géographique. Ce que je défends, c'est la médecine fondée sur des preuves, aussi appelée EBM pour son acronyme anglais Evidence Based Medicine. L'EBM n'a que faire du pays d'origine. Tout ce qu'elle demande, c'est est-ce qu'il existe des preuves solides qui prouvent que la balance risque-bénéfice d'un traitement est favorable. L'EBM prône donc la primauté des preuves sur la tradition, sur de la pure théorie ou sur les autorités, que celles-ci émanent d'une école de pensée, de textes sacrés ou d'un médecin charismatique. Mais du coup, médecine fondée sur les preuves et médecine occidentale, c'est synonyme ? Non, car médecine occidentale, c'est un terme qui ne donne aucune information utile et ne pourra donc que te noyer dans des raisonnements creux. La médecine fondée sur des preuves est ouverte aux pratiques venant du monde entier. La seule question valable, c'est est-ce qu'il existe des preuves solides que ce traitement a une meilleure balance bénéfice-risque qu'un autre ? Du coup, pour obtenir des preuves solides, il faut mener des études scientifiques. Mais un truc qui me dérange, c'est que tous ces traitements ne bénéficient pas forcément de financement pour mener de telles études. Par exemple, un traitement ancestral,
largement pratiquées, mais non fondées sur une institution, sur une entreprise, risque d'être considéré comme dépourvu de preuves d'efficacité. Non pas parce qu'il est inefficace, mais parce qu'aucune étude scientifique n'a été financée pour l'évaluer. Alors, laisse-moi te rappeler le deuxième principe de notre méthodologie. Tu ne peux pas te complaire dans l'ignorance des preuves. Alors, si ce traitement est donné entièrement gratuitement, je peux comprendre ta position. Cependant, à partir du moment où ceux qui le pratiquent se font payer, rien ne les empêche de mettre en commun de l'argent pour financer une étude indépendante. C'est là ce qui est attendu de la part de tout vendeur de médicaments ou dispositif médical. Commander une étude scientifique indépendante pour faire établir les preuves d'efficacité de leur traitement. Il est courant par exemple qu'une association de praticiens convaincus de l'efficacité d'une pratique médicale dans laquelle ils sont spécialisés finance une étude scientifique auprès d'une université pour faire établir les faits. C'est là la base de toute démarche sincère en fait. Rien n'empêche les praticiens d'un traitement ancestral de faire de même, surtout s'ils se font payer par leurs patients. Ok, mais est-ce qu'on peut vraiment considérer cette étude comme indépendante, si elle est commandée par des gens qui ont des intérêts en jeu? Bonne question, mais ça n'est pas le sujet de ce chapitre. Nous traiterons de cette question dans la mini-série intitulée « Comment manipuler la science ?» dans le chapitre sur l'influence de l'argent sur les résultats d'études. Partie 3, chapitre 2, mécanisme assurant la fiabilité de la recherche universitaire. Introduction. Une grosse partie de la recherche est effectuée par les universités, que ces dernières soient publiques ou privées. Mais comment savoir si la recherche universitaire est fiable? Eh bien, c'est en analysant le mécanisme qui la régit. C'est là le 7e principe de notre méthodologie. Fie-toi au mécanisme, pas aux individus, ni à ce que tu crois être des résultats corrects. Pour être équilibré, le mécanisme régissant la recherche universitaire doit être en fait composé de 2 sous-mécanismes qui sont complémentaires. Et c'est ce que je vais tenter de te démontrer dans cette partie du cours. Ces 2 sous-mécanismes complémentaires, ils sont apportés par 2 types d'institutions. Les universités d'une part, et les journaux scientifiques d'autre part. Le mécanisme hybride qui en résulte est imparfait, voit ses failles constamment exploitées et en continuelle amélioration. Mais ce mécanisme assure quand même la fiabilité de sa production, et cela malgré la complexité des sujets investigués et le pouvoir de l'argent. Partie 3, chapitre 2, mécanisme assurant la fiabilité de la recherche universitaire, financement de la recherche universitaire. Le premier type d'institution qui intervient dans la recherche universitaire, ce sont bien sûr les universités. Aujourd'hui, nous allons analyser si le mécanisme régissant les universités suffit à lui seul pour constituer un mécanisme fiable. Pour cela, nous allons voir si ce mécanisme remplit les 3 critères d'indépendance financière. Et, spoiler alert, la réponse est un oui, mais pas complètement. Le but de cet épisode, c'est de te faire une réponse très condensée. J'ai fait 2 épisodes optionnels qui analysent cette question en détail pour les universités américaines de renom. Je pense que tu trouveras ces 2 épisodes intéressants, surtout que, à l'heure où j'écris ces lignes, en août 2025, ces universités sont attaquées par le gouvernement de Donald Trump. Cependant, j'ai conscience que tu as peu de temps à m'accorder. Du coup, je te fais ici une version très courte, car il n'est pas question que tu abandonnes ce cours avant qu'on ait parlé des journaux scientifiques. Ok, donc, en 2 mots, est-ce que les universités remplissent les 3 critères d'indépendance financière? Eh bien, elles remplissent correctement les 2 premiers, mais pas complètement le 3e. Laisse-moi t'en dire un petit peu plus. Tout d'abord, est-ce qu'elles remplissent le premier critère d'indépendance, c'est-à-dire l'absence de conflit d'intérêts à la tête de l'université? Eh bien, si on parle des universités de prestige américaines, ce sont là des organisations à but non lucratif. Donc il faut s'assurer que les membres de leur CA, c'est-à-dire les membres de leur conseil d'administration, n'aient pas de conflit d'intérêts, et surtout que ces membres ne soient pas des obligés ni d'un oligarque, ni d'un politicien puissant. Là-dessus, pour les universités de renom, il n'y a pas de problème. Mais je t'invite bien sûr à vérifier cela par toi-même. Parlons maintenant du 2e critère d'indépendance. Est-ce que les entrées d'argent des universités sont bien motivées par leur réputation? La réponse est oui. Tu écouteras mes épisodes optionnels si tu en doutes. Mais pour faire court, les 15 meilleures universités américaines ne financent par elles-mêmes qu'environ 20% de leurs dépenses de recherche.
Tout le reste est financé par des entités externes qu'on appelle des sponsors de la recherche. Remarque que le terme sponsor n'a ici rien à voir avec un sponsor publicitaire. Un sponsor de recherche, c'est un organisme qui finance un programme de recherche en particulier pour que ce dernier voie le jour. Ces sponsors, ce sont avant tout des organismes publics dépendants de l'État. Cependant, ils peuvent aussi être des organisations à but non lucratif ou des entreprises. Dans tous les cas, si un sponsor accepte de financer un programme de recherche dans une université de renom, c'est bien en vertu de sa réputation. Tu écouteras mes épisodes optionnels pour plus de détails. Pour finir, parlons du troisième critère d'indépendance. Est-ce que les universités bénéficient de nombreux clients ou donateurs qui dépensent des sommes à peu près équivalentes ? Dit autrement, est-ce que les universités ne sont pas à la merci de 2-3 gros clients ou donateurs ? Eh bien là, ça dépend du type de revenu. Mais concernant les sponsors de recherche, ça ne va pas. L'État est en effet un sponsor bien trop généreux pour ne pas avoir de pouvoir sur les universités. Et on le voit bien là avec Donald Trump qui coupe les vivres. Enfin, même un petit sponsor a en réalité un certain pouvoir d'influence sur l'équipe de chercheurs dont il finance le programme de recherche. Cette influence est légère et subtile, mais son impact est mesurable. J'explique tout ça dans les épisodes optionnels. Bref, les universités remplissent correctement les 2 premiers critères d'indépendance, mais le 3e critère ne l'est pas complètement. Donc ça ne va pas. Le mécanisme régissant les universités est insuffisant à lui seul pour assurer la fiabilité de sa production. Des rouages complémentaires sont alors nécessaires pour venir équilibrer la balance, ou au minimum filtrer ce qui ne peut pas être équilibré. Alors, qui vient apporter ces rouages complémentaires ? Eh bien, c'est un autre type d'institution. Il s'agit là des journaux scientifiques, aussi appelés journaux peer-reviewed ou scholarly publishers. Et ce sera le sujet du prochain épisode. Ok. Alors donc, tu m'as parlé d'épisodes optionnels où tu fais l'analyse détaillée du mécanisme régissant les universités américaines de prestige. Où puis-je trouver ces épisodes ? Eh bien, tu pourras les écouter en fin de la partie 3 dans l'annexe. Ça peut donc attendre plus tard. Sauf si tu penses que ces universités ne sont absolument pas indépendantes, et en ce cas-là, tu ferais mieux de les écouter tout de suite. Partie 3, chapitre 2, les journaux scientifiques, le contrepoids à l'indépendance incomplète de la recherche universitaire. Dans le chapitre précédent, tu as vu que le mécanisme régissant les universités est insuffisant pour assurer à lui seul la fiabilité de la recherche. Des rouages complémentaires sont donc nécessaires pour venir équilibrer la balance, ou au minimum filtrer ce qui ne peut pas être équilibré. Aujourd'hui, tu vas voir que c'est un autre type d'institution qui apporte ces rouages manquants. Il s'agit là des journaux scientifiques, aussi appelés journaux peer-reviewed ou encore scholarly publishers. Le mécanisme complet qui en résulte est imparfait. Il voit ses failles constamment exploitées tout en étant en continuelle amélioration. Mais ce mécanisme permet malgré tout d'assurer un niveau satisfaisant de fiabilité. Avant de commencer, je veux cependant te donner un petit avertissement. Mais j'ai rien fait, moi. Je t'écoute. Tenter d'expliquer le rôle des journaux scientifiques, c'est un peu comme tenter d'expliquer le rôle des compagnies pétrolières. Ces entreprises sont mal aimées et souvent pour de bonnes raisons. Et pourtant, elles remplissent un rôle essentiel que les critiques ne suffisent pas à remplacer. Tu vas loin dans la comparaison. Oui, en vrai, les deux sont incomparables. Mais là où je veux en venir, c'est que les journaux scientifiques sont mal aimés car c'est un business très rentable pour un travail souvent léger. Ils jouent néanmoins un rôle essentiel. Aujourd'hui, tu vas comprendre ce rôle. Ok, commençons par le début. Qu'est-ce que c'est qu'un journal scientifique ? C'est un journal qui fait de la vulgarisation scientifique ? Non, pas du tout. C'est un journal dans lequel les chercheurs publient leurs résultats d'études, c'est-à-dire les résultats de leurs expériences ou autres types d'analyses. Les éditeurs d'un journal scientifique n'écrivent rien. Ils ne font que sélectionner pour la publication les articles que leur soumettent des chercheurs. Cependant, avant d'accepter de publier un article, le journal va s'assurer que des critères de fiabilité sont bien remplis et demandera à l'auteur d'apporter des modifications pour les remplir. Note que l'application de ces critères est essentielle pour rendre le mécanisme fiable. Nous verrons par la suite d'où viennent ces critères et comment ils sont contrôlés. Et ces journaux scientifiques, ils sont gratuits ? Pas du tout. Ils sont très chers. Les grandes universités payent des millions de dollars pour pouvoir s'y abonner. Et nombreuses sont celles qui dénoncent des prix abusifs.
Et les chercheurs qui réussissent à y faire publier leurs articles, ils sont au moins rémunérés par ces journaux. Pas du tout. Les journaux gardent l'argent pour eux. Oh, ça sent l'arnaque. Bon, et qui sont les lecteurs d'un article publié auprès d'un journal scientifique? Le public visé, ce sont avant tout les autres chercheurs, et tout particulièrement ceux dans la même spécialité que l'auteur. Mais heureusement, il n'y a pas que les chercheurs qui s'intéressent à ce que la science a prouvé. En effet, les journaux scientifiques sont également lus par les personnes faisant le lien entre la science d'une part et le public ou les décisions de terrain d'autre part. De quel genre de personnes tu parles là? Je parle là des vulgarisateurs tels que les journalistes scientifiques. Et je parle aussi de certains types de décideurs, comme par exemple les médecins ou des bureaucrates travaillant pour une autorité de régulation. Mais du coup, les journaux scientifiques, ce sont juste des plateformes d'hébergement pour des articles écrits par des chercheurs? C'est comme un Skyblog, en gros. Non, la valeur ajoutée, c'est de s'assurer que leurs articles valent la peine d'être lus. Dit autrement, leur valeur ajoutée repose sur leur sélectivité et surtout leur niveau d'exigence. Cela se traduit sous deux angles. D'abord, pour certains journaux uniquement, cela se traduit par la sélection des articles pouvant le plus intéresser leurs lecteurs. Donc idéalement, ils sont à la recherche de sortes de scoops scientifiques. Deuxièmement, et cette fois-ci pour tous les journaux, cela se traduit par l'application de critères de fiabilité. Cet aspect est essentiel pour les deux catégories de lecteurs. D'abord pour les chercheurs. En effet, pour un chercheur, passer des heures à analyser un article pour finalement se rendre compte que ses conclusions ne sont pas fiables, c'est une perte de temps énorme. L'application par le journal de critères de fiabilité en amont de la publication, ça permet aux chercheurs d'éviter d'énormes pertes de temps. Deuxièmement, l'application de critères de fiabilité a aussi un intérêt pour les autres types de lecteurs, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas des chercheurs. Je parle là des vulgarisateurs, des journalistes et de certains types de décideurs. Contrairement aux chercheurs, ce public n'est pas en mesure de détecter par lui-même des problèmes dans un article de recherche. Les choses sont juste beaucoup trop pointues. Donc, pour ce public, l'application de critères de fiabilité en amont de la publication, c'est juste incontournable. Donc, pour résumer, les journaux scientifiques appliquent des critères de fiabilité avant d'accepter de publier un article. Mais d'où viennent ces critères? Ils viennent de la métascience. La métascience, c'est un domaine de recherche qui a notamment pour rôle d'établir ces critères de fiabilité. Nous parlerons de tout cela dans le prochain épisode. Pour l'instant, retiens juste que si les chercheurs n'étaient pas d'accord avec les critères d'un journal, ils finiraient par arrêter de le lire. Ok, mais quand même, je suppose que parmi ces critères, il y a l'absence de conflit d'intérêts, non? Seules les études financées par des sponsors n'ayant pas d'intérêt en jeu peuvent voir leurs résultats publiés dans un journal scientifique, non? Alors, certains journaux font exception, mais globalement, non. Le conflit d'intérêts sera pris en compte, mais cela ne sera pas éliminatoire. Par contre, les journaux exigent que tous les conflits d'intérêts des auteurs soient déclarés. Et ils adossent à chaque article la déclaration de conflit d'intérêts, si conflit d'intérêts il y a. Attends, tu as passé tous les épisodes précédents pratiquement à insister sur les dangers de s'informer auprès de sources qui ont des conflits d'intérêts. Et là, tu me dis que c'est finalement OK pour la recherche juste parce qu'il y a une déclaration adossée à l'article? Alors, c'est OK uniquement après être passé par le filtrage des journaux scientifiques réputés. Sans cela, c'est un véritable champ de mine. Mais prenons de la hauteur une petite minute. Je pense que tu es d'accord avec moi pour dire la chose suivante. Quels que soient les choix à effectuer, une conversation d'ordre factuel est le seul moyen d'arriver aux bonnes décisions. Et cela, qu'on parle de décisions médicales, de politique de santé publique ou de politique économique. Du coup, il est par exemple légitime que le fabricant d'un médicament convaincu de la supériorité de son médicament finance une étude universitaire pour faire établir les faits à propos de son produit. Tant que la conversation reste d'ordre factuel, on est sur le droit chemin. Donc permettre à ce genre de faits d'être établis de façon rigoureuse, c'est tout à fait acceptable. Ce travail d'établissement des faits, bien qu'intéressé, n'a donc pas à être exclu des canaux scientifiques. J'ajoute que de toute façon, exclure ce genre d'études des canaux scientifiques, ça ne neutraliserait pas leur influence sur le public. Mieux vaut donc intégrer cette science factuelle mais intéressée dans les canaux scientifiques, tout en posant les conditions pour s'assurer qu'elle reste en effet factuelle.
Le rôle des journaux scientifiques est précisément d'introduire les critères et contrôles pour que ces articles restent malgré tout relativement fiables. Oui, mais les conflits d'intérêts peuvent peser en profondeur sur le travail des chercheurs. Seulement évaluer l'article qui en résulte, ça semble insuffisant. Tu as tout à fait raison. Mais les critères de fiabilité que vont impliquer les journaux scientifiques ne se limitent pas à l'évaluation de l'article final. En réalité, les journaux scientifiques ont un véritable pouvoir d'incitation qui s'exerce du début à la fin de l'étude. D'où le fait que je te présente les journaux scientifiques comme un contrepoids de l'influence des sponsors, plutôt qu'une simple étape finale de contrôle. En quoi les journaux scientifiques peuvent-ils peser sur le travail des chercheurs universitaires? Ces derniers sont sous la direction de leur université et leur programme de recherche doit littéralement la vie à leurs sponsors. Comment un journal, même réputé, pourrait-il avoir la moindre influence sur les chercheurs? Tu sous-estimes le poids des journaux scientifiques. Ces journaux sont incontournables. Comme tu l'as vu, ils sont utiles pour les chercheurs en position de lecteurs, qui ne veulent pas gaspiller leur temps à lire des articles pas fiables. Mais surtout, ils sont incontournables pour les chercheurs en position d'auteurs. Pourquoi? Parce que c'est le canal incontournable pour que leur travail ait un impact. D'abord, un impact dans la communauté scientifique auprès des autres chercheurs, et, si applicable, aussi un impact sur la société, sur le terrain. En effet, c'est par ce canal que les vulgarisateurs, journalistes et décideurs doivent s'informer pour comprendre ce qu'a établi la science. Enfin, à tout cela, les universités rajoutent une troisième couche. En effet, les universités évaluent leurs chercheurs notamment sur le nombre d'articles qu'ils arrivent à publier dans les journaux scientifiques. Les chercheurs universitaires sont donc fortement incités par leur université à publier dans les journaux scientifiques. Ok, donc pour résumer, les journaux scientifiques sont incontournables pour les chercheurs universitaires, que ces derniers soient en position de lecteurs ou surtout d'auteurs. Du coup, les journaux scientifiques ne sont pas juste une étape de vérification finale. Vu qu'ils sont incontournables, ils sont en mesure d'introduire dès le départ des incitations capables de rivaliser avec celles venant des sponsors ou de l'université. Par conséquent, même si un chercheur universitaire a son programme financé par une entreprise ayant des intérêts en jeu, les incitations fixées par les journaux scientifiques pèsent quand même du début à la fin. Exactement. Ah, je suis content. Mais pourquoi est-ce important? Pourquoi est-il important qu'un journal scientifique ait un pouvoir incitatif en plus de son rôle de vérification? Alors d'abord, parce que cela va peser sur le type de contrat de recherche qu'une université est prête à signer avec un sponsor, pour financer un programme de recherche en particulier. En effet, les journaux scientifiques prohibent certaines clauses contractuelles qui risqueraient de concéder aux sponsors un pouvoir excessif sur les chercheurs. Par exemple, les journaux scientifiques exigent que les chercheurs soient libres de publier les résultats de leur étude, même si ces résultats ne sont pas ceux qui étaient espérés par le sponsor. Deuxièmement, le pouvoir incitatif dont jouissent les journaux scientifiques leur permet de fixer des critères allant au-delà de ce qu'ils sont en mesure de vérifier par eux-mêmes. Cela découple alors le périmètre sur lequel ils peuvent fixer des critères de fiabilité. Par exemple, si un chercheur possède des actions dans l'entreprise ayant commissionné son programme de recherche, les journaux exigent qu'il déclare ce conflit d'intérêts. Mais les journaux n'ont en réalité pas le moyen de vérifier la véracité de ces déclarations. Concrètement, les journaux se retrouvent souvent à devoir se fier aux déclarations des chercheurs ou de l'université. Mais parce que ces journaux sont incontournables, les chercheurs et l'université ne se risquent pas à mentir dans leurs déclarations. Qu'est-ce qui, en fait, les empêche de mentir? Légalement, rien. Mais si ces mensonges venaient à être découverts, les journaux sanctionneraient. Avec quelles sanctions? Eh bien, ils ne publieraient plus les articles de cet auteur ou de cette université, s'ils estiment que l'université est également fautive. Donc, en gros, les menteurs prennent le risque de se retrouver blacklistés. Voilà. Et cela pour une durée déterminée, selon la gravité de l'infraction. Mais prenons le cas extrême. Est-ce si grave de se faire blacklister à vie? Oui, c'est terrible. C'est terrible pour le chercheur, parce que pour le chercheur, cela signifierait la fin de sa carrière, vu qu'il verrait alors tous ses futurs articles rejetés par les journaux les plus réputés. Et pour l'université, cela se traduirait par des pertes d'argent significatives. Car ne pas pouvoir publier dans les journaux les plus réputés, c'est réduire sa chance de gagner des prix de recherche ou d'attirer certains types de sponsors pour ses programmes de recherche.
En effet, de nombreux prix de recherche alloués à une université le sont en fonction de l'impact de sa recherche dans la communauté scientifique. Et comme tu l'as vu, les journaux scientifiques sont le canal incontournable pour y avoir un impact. Deuxièmement, dans de nombreux cas, c'est la capacité d'une université à publier dans les journaux les plus réputés qui lui permet d'attirer des financements de recherche. Donc pour une université, mentir aux journaux sur les engagements qu'elle a envers ses sponsors, c'est compromettre sa capacité à attirer de futurs sponsors, vu que beaucoup de ces futurs sponsors sont intéressés par sa capacité à publier. Ça veut dire que les chercheurs universitaires ne mentent jamais ? Je n'ai pas dit ça. Comme je te l'ai déjà dit, le mécanisme que je décris là est imparfait. Il voit ses failles constamment exploitées, bien qu'il soit en continuelle amélioration. Quand tu auras fini ce cours, je t'invite à lire un article de The Economist qui résume bien les lacunes pas encore réglées du mécanisme actuel concernant la lutte contre la fraude. Je te mets le lien vers cet article dans la description du chapitre. Je peux pas le lire tout de suite ? Non, tu as d'abord besoin d'acquérir les notions enseignées dans ce cours avant de pouvoir comprendre l'article en question. Donc, pour résumer, les journaux scientifiques ne sont pas juste une étape finale de vérification. Parce qu'ils sont incontournables, leur influence sur les chercheurs et les universités s'étend bien au-delà de ce qu'ils peuvent vérifier directement par eux-mêmes. On peut donc bien les considérer comme un contrepoids, équilibrant la balance face à l'influence des sponsors sur la recherche. Voilà. Et ce poids des journaux scientifiques n'est-il pas inquiétant ? Tu as réussi à me convaincre de leur pouvoir, mais tu as plus réussi à m'inquiéter en fait. Non, pas de problème. Donc, le prix que les journaux scientifiques facturent est abusif, et leur travail de vérification est parfois insuffisant. Ça, oui. Mais pour le reste, pas de quoi s'inquiéter. Dans le prochain épisode, nous parlerons plus en détail du fonctionnement des journaux scientifiques. Partie 3, chapitre 2.2, les journaux scientifiques, d'où viennent leurs critères de fiabilité. Dans l'épisode précédent, tu as vu en quoi les journaux scientifiques constituent une sorte de contrepoids face à l'influence des sponsors sur la recherche universitaire. Leur rôle est d'appliquer des critères de fiabilité pour contrer les différents biais auxquels peuvent être sujets les chercheurs universitaires. À commencer bien sûr par les biais résultant de conflits d'intérêts. Mais n'est-il pas dangereux de confier à ces journaux les critères d'acceptabilité de la science ? Non. Tout d'abord, les journaux réputés remplissent bien les 3 critères d'indépendance financière. Je te laisse vérifier cela par toi-même. Mais j'en profite tout de même pour insister sur le fait que toute leur valeur repose sur leur réputation auprès des chercheurs et des universités qui payent la facture. C'est un business très rentable, donc leurs propriétaires n'ont clairement pas intérêt à mettre en danger cette réputation. De plus, si les chercheurs étaient en désaccord profond avec les critères d'un journal, ils finiraient par arrêter de le lire. Enfin, les journaux scientifiques ne tirent pas leurs critères de leur chapeau. Ces critères sont établis par un domaine de recherche dédié à cette mission. Ce domaine, c'est la métascience, aussi appelée la science de la science. La science de la science. La métascience, c'est quoi ça ? La métascience a pour mission de surveiller et d'améliorer la qualité de la recherche scientifique. Elle permet notamment d'améliorer les protocoles de recherche et réduire l'influence des biais, dont ceux résultant de conflits d'intérêts. C'est donc ce domaine de recherche qui établit les critères de fiabilité que les journaux scientifiques doivent faire appliquer. Remarque que la métascience se décline sur chaque domaine de recherche, que ce soit la médecine, l'économie, l'histoire, etc. Et comme c'est le cas pour toutes les sciences, les résultats des études de métascience sont eux-mêmes publiés dans des journaux scientifiques. Pour résumer, les journaux scientifiques s'inspirent des recommandations émanant d'études de métasciences pour fixer leurs critères de fiabilité. Voilà. Est-ce que tu peux me donner des exemples de recommandations issues de la métascience ? Bien sûr. D'abord, la métascience participe à la codification des différents protocoles de recherche. Je parle là des différents types d'études, comme par exemple en médecine, les essais contrôlés randomisés, les études de cohorte, les revues systématiques, etc. Oh là là, tu me parles en charabia un peu. Ne t'inquiète pas, retiens juste qu'il s'agit de différents protocoles de recherche, soit pour mener une expérience, soit pour analyser des données. La métascience aide à codifier ces différents protocoles pour permettre d'isoler le paramètre mesuré des autres paramètres, tout en minimisant les biais.
Deuxièmement, la métascience participe à la codification des critères de fiabilité associés à chacun de ces protocoles de recherche. En d'autres termes, elle détermine quels sont les critères qui doivent être vérifiés par les journaux. Est-ce que tu peux me donner des exemples de tels critères? Beaucoup de ces critères sont très techniques. Par exemple en médecine, pour un essai clinique comparant un médicament avec un autre, il s'agira de vérifier que le dosage des deux médicaments est bien équivalent. Vérifier cela demande une forte expertise technique. A l'inverse, d'autres critères sont en réalité tout simples. Il s'agit là de critères permettant de s'assurer que les conditions dans lesquelles l'étude a été menée assurent bien sa fiabilité. Tu peux me donner des exemples pour ces critères tout simples? Je me méfie. Je t'en donnerai en détail dans la mini-série intitulée « Comment manipuler la science ». Je te décrirai différentes études de métascience en médecine pour illustrer l'importance de certains de ces critères tout simples. Oui, mais je suis un peu impatient. Tu ne peux pas juste me donner quelques exemples pêle-mêle? Ça marche. Voici 3 exemples de critères. Le premier exemple, c'est que le journal va exiger que le contrat de recherche signé entre le sponsor et l'université protège bien la liberté de publication des chercheurs. L'idée est que les chercheurs puissent publier leurs résultats, même si ces résultats ne sont pas ceux espérés par le sponsor. Autre exemple, le journal il va exiger que tous les essais cliniques ainsi que leur plan d'analyse soient préenregistrés dans une base de données publique. Le but, c'est de lutter contre le biais de publication, mais aussi contre un usage frauduleux des statistiques, comme par exemple le p-hacking. Troisièmement, si les chercheurs analysent des données fournies par une entreprise, le journal va exiger qu'au moins un des auteurs universitaires ait eu accès direct aux données et ait pu les vérifier. L'idée, c'est d'éviter des fiascos comme celui de l'article rétracté du Lancet sur l'hydroxychloroquine. Je suppose que tu as entendu parler de cet article. Dans cette étude, aucun des auteurs universitaires n'avait eu accès aux données brutes. Ils avaient accordé une confiance aveugle à l'entreprise qui leur fournissait des données toutes prêtes à analyser. Ok, merci. Je dois avouer que je n'ai pas tout compris, mais je comprendrai tout cela après avoir vu ta mini-série, je suppose. Exact. Donc, pour revenir à ce qu'on disait, le rôle de la métascience, c'est d'aider à la codification des différents types de protocoles de recherche et des critères de fiabilité associés à chaque type de protocole. Ensuite, la métascience, elle évalue ces différents protocoles. Elle les classifie selon la solidité des preuves qu'ils permettent d'obtenir. Cette classification, c'est ce qu'on appelle la hiérarchie des preuves. Donc par exemple, en médecine, des preuves établies grâce à un essai clinique, c'est-à-dire une expérience sur des humains, eh bien elles sont considérées comme plus solides que des preuves établies par des expériences sur des animaux. Mais quel est l'intérêt de classifier les protocoles de recherche selon la solidité des preuves qu'ils permettent d'établir? Ce travail est essentiel pour les journaux scientifiques. En effet, faire respecter la solidité des preuves, ça fait partie de leur travail. Une preuve solide doit faire autorité sur une preuve fragile. Par conséquent, les journaux ne seront enclins à publier un article que s'il établit des preuves au moins aussi solides que celles jusqu'ici existantes. Si ça n'est pas le cas, les journaux ne refuseront pas forcément de publier l'article, mais ils exigeront que ce dernier cite les preuves plus solides déjà existantes et explique en quoi il apporte malgré tout quelque chose de plus. Je vois. La hiérarchisation des protocoles de recherche aide donc les journaux à évaluer la solidité des preuves d'une nouvelle étude, comparée aux preuves d'études précédentes. Bon, tout cela me semble très bien pour les sciences expérimentales, où les protocoles de recherche peuvent être codifiés de façon nette et claire. Mais qu'en est-il des domaines non expérimentaux comme l'histoire, la géopolitique ou le droit? Comme tu t'en doutes, la codification et l'hiérarchisation sont alors plus fluides. Mais ne sous-estime pas pour autant l'importance de la métascience dans ces domaines de recherche. Elle reste essentielle pour minimiser les biais et évaluer la solidité des preuves. Bien, mais comment les chercheurs en métasciences procèdent-ils? Est-ce qu'ils établissent leurs recommandations par pur raisonnement logique? Pas du tout. La métascience, elle est basée sur des preuves. Son premier job, c'est de collecter et analyser les faits. Donc, la métascience analyse les publications scientifiques précédentes et elle tente de reproduire les expériences, elle tente de mesurer l'impact des biais et de comment mieux contrer ces biais, etc.
Et la métascience, c'est un domaine de recherche qui existe depuis longtemps? Pas vraiment, non. Comme domaine de recherche dédié, la métascience n'existe que depuis les années 90. Et elle n'a vraiment décollé qu'à partir des années 2010. Et qu'est-ce qui a provoqué cet essor relativement récent? Différentes études de métascience ont mis en évidence de nombreux et graves problèmes dans des publications scientifiques. Cela a alors entraîné une prise de conscience qui a permis d'attirer davantage de financement. Donc ça a fait boule de neige, en quelque sorte, mais positivement. Voilà. Est-ce que les graves problèmes dont tu parles étaient tous liés à des conflits d'intérêts? Pas tous, non. Mais c'est sur ce genre de problème que je concentrerai l'essentiel de la suite du cours. Ah, c'est une fixation. Pourquoi? Parce que je sais que c'est ce genre de problème qui attire le plus les suspicions du public. Et surtout, c'est là-dessus que le public doute le plus de la capacité du mécanisme à s'auto-réparer. Il est donc essentiel que tu comprennes ce mécanisme pour que tu comprennes pourquoi, malgré tous ses défauts, le mécanisme que je te décris là assure bien une production scientifique fiable. Pour conclure, les journaux scientifiques ne tirent pas leurs critères de leur chapeau. Ils s'inspirent de ce qui a été établi par la métascience. La métascience aide à codifier et améliorer les différents types de protocoles de recherche. Deuxièmement, elle aide à déterminer les critères de fiabilité pour chaque type de protocole. Et enfin, elle aide à hiérarchiser les différents types de protocoles en fonction de la solidité des preuves qu'ils permettent chacun d'établir. Les journaux scientifiques évaluent les articles qui leur sont soumis selon ces 3 familles de critères. Ah, je crois que tu nous réserves un petit point bonus avant de nous laisser partir à nos activités. Tout à fait. À ces 3 rôles de la métascience s'ajoute en réalité un 4e. Ce 4e rôle, c'est de vérifier que les journaux remplissent bien leur rôle. Lorsque ça n'est pas le cas, les études de métascience permettent alors d'identifier les problèmes. Et par la même occasion, elles permettent aussi en quelque sorte d'humilier les journaux concernés pour les inciter à s'améliorer. Pour rappel, toute la valeur de ces journaux repose sur le fait que les chercheurs les lisent et veulent publier dedans. Les journaux ont donc tout intérêt à s'améliorer. Partie 3, chapitre 2.2.2, les journaux scientifiques. Qui évalue leurs critères de fiabilité? Maintenant que je sais d'où viennent les critères de fiabilité des journaux scientifiques, j'aimerais mieux comprendre comment ils sont appliqués. Je me doute bien qu'un journal peut en vérifier un certain nombre par lui-même, mais qu'en est-il des critères portant sur la rigueur scientifique? Parce que là, les choses sont pointues. Est-ce que les journaux ont vraiment les compétences pour évaluer de tels critères? Bien vu. Et non, ils n'ont pas les compétences nécessaires. En effet, pour cela, il faudrait que les éditeurs aient un niveau d'expertise comparable à celui de l'auteur. Et ce, pour chaque article. C'est juste impossible. Alors, comment font-ils? Eh bien, ils délèguent ce travail à des chercheurs ayant récemment investigué le même thème que l'auteur. Qui de mieux que de tels chercheurs pour évaluer un thème aussi pointu? Donc, pour chaque article, le journal va sélectionner 2-3 chercheurs ayant déjà investigué sur le même thème de recherche. Et il les charge d'évaluer les critères nécessitant de l'expertise. Voilà. Ces chercheurs, on les appelle des pairs de l'auteur. Pairs, P-A-I-R, parce que, tout comme l'auteur, ils sont des chercheurs travaillant sur le même thème de recherche. On dit donc que l'article est revu par des pairs de l'auteur, ou peer-reviewed en anglais. D'où le fait que les journaux scientifiques soient aussi appelés des journaux peer-reviewed. Alors comment les journaux sélectionnent-ils ces pairs? En identifiant les chercheurs qui ont déjà publié sur le même thème. Je vois, mais cette évaluation par les pairs, elle est infaillible? Pas du tout, mais elle est malgré tout essentielle, et tout particulièrement pour les lecteurs qui ne sont pas eux-mêmes des chercheurs, vu que ces lecteurs n'ont pas l'expertise nécessaire pour détecter des problèmes. Et petit détail, est-ce que les journaux paient les pairs pour ce travail de peer reviewing? Non, ils ne sont pas payés. Les pairs font ça sur leur temps libre. Ça fait partie du boulot de chercheurs que de participer au processus de revue par des pairs. Cependant, on ne va pas se mentir, ne pas les payer pour ce travail, ça me semble injustifié.
Donc les journaux scientifiques font travailler gratuitement des chercheurs universitaires sans avoir à débourser un seul euro? Absolument. Encore une fois, c'est un business très rentable. Et c'est rapide ce processus de revue par des pairs? Pas du tout. Entre le moment où l'auteur soumet son article et le moment où l'article est publié, il se passe en moyenne 3-4 mois, et parfois jusqu'à 6 mois. Remarque cependant que pendant la crise de Covid, les journaux de médecine se sont engagés à tenir des délais de seulement quelques semaines pour les articles traitant de Covid. Je ne te cache pas que cela s'est parfois traduit par une revue par les pairs complètement bâclée. Est-ce que ce processus de revue par des pairs, cela ne risque pas de créer une sorte de bulle de pensée? Je veux dire une situation où les chercheurs, d'accord entre eux, s'entrevalident les articles et rejettent au passage ceux des chercheurs avec lesquels ils ne sont pas d'accord. Non, c'est tout l'inverse. Tout d'abord, n'oublie pas que l'auteur et les pairs, ils ont beau être confrères, ils sont aussi indirectement concurrents. En effet, vu qu'ils travaillent sur les mêmes thèmes de recherche, mais typiquement pour des universités différentes, ils sont indirectement en compétition pour l'obtention de financement de recherche. Bien sûr, le journal ne sélectionnera pas un pair si ce dernier est en compétition directe avec l'auteur pour une bourse en particulier. Mais vu qu'ils ont la même spécialité, une compétition indirecte persiste toujours entre l'auteur et les pairs. La déontologie universitaire tend, heureusement, à prévaloir, mais ils ne se font pas pour autant de cadeaux. À titre d'exemple, pour le journal Nature Neuroscience, environ la moitié des articles soumis à la revue par des pairs sont rejetés. S'il suffisait d'écrire des articles conformes aux croyances des pairs pour passer la revue, le message serait passé depuis longtemps. Tu n'aurais alors pas la moitié des articles qui seraient rejetés à cette étape. Mais est-ce que les chercheurs sélectionnés pour le peer reviewing ne risquent pas d'être intimidés par l'auteur dont ils font la revue? Par exemple, est-ce qu'ils ne risquent pas de craindre des représailles de la part d'un auteur au bras long s'il rejette son article? Non, l'identité des pairs n'est en général pas révélée par le journal. Le but est qu'ils se sentent libres de faire des retours impartiaux, quel que soit le statut de l'auteur. Tous les journaux n'ont pas la même approche, mais c'est la plus courante. Ok, donc même si les pairs sont d'accord avec les conclusions d'un article, ils ne vont pas pour autant baisser la barre de leurs exigences. En réalité, tu l'as dit, ils ne se font pas de cadeaux. Les pairs sont après tout souvent anonymes et toujours indirectement en compétition avec l'auteur pour l'obtention de financement. Voilà. J'ajoute que, en réalité, les journaux scientifiques créent une forte incitation à percer toute bulle de pensée. En effet, pour être publié dans un journal des plus réputés, il ne suffit pas de faire de la science rigoureuse. Il faut aussi avoir fait une découverte à fort impact, une sorte de scoop scientifique. Prouver que des théories jusqu'ici communément admises sont en fait fausses, c'est un excellent moyen de faire un tel scoop. L'article aura alors plus de chances d'être sélectionné par l'éditeur dans la phase de préfiltrage en amont de la revue par des pairs. Par exemple, pour le journal Nature Neuroscience, environ 80% des articles sont rejetés par l'éditeur sans même être soumis à la revue par des pairs. Cette première étape est donc la plus sélective. Pour un chercheur, prouver qu'une théorie jusqu'ici communément admise est en fait fausse, c'est un excellent moyen de passer cette présélection. Bien sûr, cela ne lui garantit pas pour autant de passer la seconde étape, je veux dire la revue par des pairs. Et comme je te l'ai déjà dit, chez Nature Neuroscience, environ la moitié des articles ayant passé la présélection sont malgré tout rejetés lors de la revue par des pairs. Mais vu l'importance pour la carrière d'un chercheur de publier dans un journal réputé comme Nature Neuroscience, cette recherche du scoop crée une forte incitation pour les chercheurs à percer toute bulle de pensée. Vraiment, j'ai pourtant entendu parler d'une crise de la reproductibilité des expériences. Cette crise a fait surface dans les années 2010, particulièrement en psychologie. En effet, beaucoup d'études de psychologie se sont avérées donner des résultats différents à l'occasion de leur reproduction. Mais pire, certains articles documentant ces résultats différents ont été rejetés par le journal qui avait publié l'étude originale. En effet, dans les années 2010, il y a eu une prise de conscience sur le manque de reproductibilité de beaucoup d'expériences scientifiques. En principe, en cas d'échec de reproduction d'une expérience, cela constitue un scoop.
Mais il est arrivé que des journaux jugent hâtivement que si l'expérience n'avait pas pu être reproduite, eh bien c'était parce que juste elle n'avait pas bien été menée. Du coup, ces journaux ont rejeté l'article dans la phase de présélection. Heureusement, il y a eu une prise de conscience. Par exemple, tu as sans doute entendu parler de l'étude de Métasciences ayant tenté de reproduire 100 expériences de psychologie. Cette étude a trouvé que seulement entre le tiers et la moitié des expériences donnaient des résultats similaires. Et en tout cas, cette étude n'a visiblement eu aucun mal à être publiée, vu qu'elle a été publiée en 2015 dans Science, l'un des journaux scientifiques les plus réputés. Donc, en tant que chercheur, si je réussis à prouver qu'une notion jusqu'ici largement admise est en fait fausse, cela va constituer un scoop. Et du coup, les journaux les plus réputés voudront publier mon article. Ok, mais encore faut-il que mon article passe la seconde étape, celle de la revue par les pairs. Tout à fait. Car il ne s'agit pas pour autant de faire du dénialisme. En effet, pour que ton article de remise en question passe cette seconde étape, il faudra soit que ton article démontre des erreurs dans les études précédentes, ou soit que tu établisses des preuves contredisant les connaissances existantes. Mais en ce cas-là, il faut obligatoirement que tes preuves soient au moins aussi solides que celles que tu remets en question. Par exemple, tes analyses devront utiliser des échantillons au moins aussi larges et représentatifs. Au passage, note que cette exigence s'appliquerait aussi si tu venais confirmer les connaissances établies. Peu importe le sens dans lequel va ta conclusion. Ce qui compte, c'est la solidité des preuves. D'accord, mais même en supposant que mon article remplisse bien tous les critères de fiabilité, est-ce que les pairs ne risquent pas de partir avec un biais contre mon article, vu que je remets en question leur certitude, leurs croyances? Ils seront peut-être inconsciemment plus exigeants sur les critères de fiabilité. Mais si tes preuves sont solides, bien sûr que ton article passera à la revue par des pairs. Il y a peut-être certains contre-exemples, mais ils ne sont pas la norme. La science n'est pas une secte. Des dénialistes ont peut-être réussi à t'en convaincre et te faire croire que la science n'est qu'un outil de propagande pour valider l'idéologie dominante. Libère-toi de tes chaînes, lis par toi-même les journaux scientifiques et tu verras que ce qui compte, ce sont les faits. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un risque d'autocensure de la part des journaux scientifiques, que dans la majorité des cas, ils sélectionnent en effet les articles sur des critères de scoop et de fiabilité, mais que dans d'autres cas, ils s'autocensurent, qu'ils s'abstiennent de publier des résultats qui les dérangent? Non, car ça serait contraire à leurs intérêts. Tout d'abord, comme tu pourras le vérifier par toi-même, les journaux les plus réputés remplissent de façon satisfaisante les 3 critères d'indépendance financière. Ils n'ont donc pas de conflit d'intérêts qui les mènerait à s'auto-censurer. Deuxièmement, le problème est souvent l'inverse. Ils publient trop souvent des articles qui n'auraient pas dû passer la sélection, et qu'ils finissent par rétracter. En témoignent les nombreux articles rétractés qui sont référencés par le site retractionwatch.com. Enfin, même s'ils le voulaient, les journaux ne pourraient pas empêcher la diffusion de résultats scientifiques qui les dérangent. En effet, les chercheurs se partagent de toute façon leurs brouillons d'articles sur des plateformes de preprint ou working papers. Preprint et working papers, c'est quoi ça? Pour faire court, ce sont des plateformes où les chercheurs publient leurs brouillons en attendant que l'article passe la revue par des pairs. Ces plateformes, elles sont utiles pour les chercheurs qui sont prêts à potentiellement perdre leur temps en lisant des brouillons qui s'avéreront peut-être pas fiables. Mais là où je veux en venir, c'est qu'un brouillon peut faire parler de lui dans la communauté avant même d'être publié dans un journal scientifique. L'autocensure n'empêcherait donc pas un article de faire parler de lui dans la communauté. Donc même en supposant des conflits d'intérêts qu'ils n'ont en réalité pas, les journaux scientifiques ne pourraient pas étouffer des résultats d'études en s'autocensurant. Ils ont donc tout intérêt à simplement remplir leur rôle, c'est-à-dire faire appliquer les critères de fiabilité fixés par la métascience. Partie 3, chapitre 2.2.3, les journaux scientifiques, comment mesurer leur réputation? Dans les épisodes précédents, tu as vu en quoi les journaux scientifiques sont essentiels pour contrer les biais auxquels peuvent être sujets les chercheurs, à commencer bien sûr par les biais émanant de conflits d'intérêts. Cependant, tu t'en doutes, tous les journaux scientifiques ne se valent pas.
En effet, tous n'ont pas le même niveau de sérieux dans leur application des critères de fiabilité venant de la métascience. Donc, la réputation d'un journal scientifique, ça compte. La réputation, oui, mais auprès de qui? La réputation auprès des chercheurs en position de lecteur. En effet, si ces derniers estimaient que le journal échouait trop souvent à remplir son rôle, ils arrêteraient tout simplement de le lire. Remarque qu'il y a une catégorie de lecteurs dont l'opinion à propos d'un article est particulièrement éclairante. Je parle là des chercheurs qui sont spécialisés dans le même thème qu'un article en question. Ce sont en effet eux qui auront la lecture la plus érudite et la plus critique de l'article. Donc un excellent moyen de mesurer la réputation d'un journal, c'est de mesurer si, pour chaque article, les chercheurs spécialisés dans le même thème que l'article ont jugé ce dernier comme pertinent. Mais comment on peut savoir ça? Comment je peux savoir que les spécialistes d'un sujet ont trouvé, lors de leur lecture, qui est une activité personnelle, que l'article était pertinent? Eh bien, en mesurant combien de ces chercheurs citeront l'article en question dans leur propre publication à venir. En effet, s'ils citent l'article dans leur propre étude, cela veut dire qu'ils ont trouvé cet article pertinent ou au minimum qu'ils l'ont lu. Donc une façon de mesurer la réputation d'un journal, c'est de mesurer le nombre moyen de citations qu'engendre chacun de ces articles dans des publications ultérieures. On appelle cette mesure le facteur d'impact d'un journal, ou impact factor en anglais. Au passage, les journaux générant de nombreuses citations par article, on les appelle des journaux à fort impact, ou high impact journals en anglais. Bon, mais tout cela, ça n'est quand même qu'un indicateur. D'ailleurs, si un article en cite un autre pour le critiquer, je suppose que ça sera quand même compté comme une citation. Il faut faire attention à ne pas laisser un indicateur prendre le dessus sur ce qu'on essaye vraiment de mesurer. Absolument. Le vrai critère, c'est de savoir si les chercheurs les plus compétents sur le sujet considèrent que le journal a bien rempli son rôle. Le nombre de citations par article, ça n'est qu'un outil de mesure. Partie 3, chapitre 2.2.4, les journaux scientifiques. Publish or perish. Publier ou périr. Pourquoi cela a du sens? Dans les chapitres précédents, tu as parlé du rôle des éditeurs peer-reviewed. Je trouve ça très bien. Cependant, le peer-reviewing, c'est un processus long et exigeant. Est-ce que les chercheurs s'embêtent vraiment à subir ce parcours du combattant juste pour le plaisir de voir leurs résultats publiés dans un journal scientifique? Oui, en réalité, ils n'ont pas le choix. C'est essentiel pour faire avancer leur carrière. De facto, la publication des résultats et analyses de recherche se fait systématiquement auprès de journaux peer-reviewed. En effet, les universités évaluent les performances de leurs chercheurs, notamment sur 2 mesures liées à ces journaux. D'abord, elles mesurent le nombre d'articles que les chercheurs arrivent à faire publier dans ces journaux. Et ensuite, elles mesurent également le nombre de citations qu'engendrent leurs articles dans des articles ultérieurs. Quel est l'intérêt pour une université d'évaluer ses propres chercheurs sur la base de tels critères? Il s'agit de critères complètement extérieurs à l'université. Pourquoi externaliser de la sorte l'évaluation de ces chercheurs? Parce que c'est la reconnaissance de la part de l'université que les sujets investigués par ces chercheurs sont juste trop pointus pour qu'elle soit capable d'en évaluer la qualité et la pertinence. De plus, les universités préfèrent fixer des critères d'évaluation objectifs et mesurables, car sinon, les promotions risqueraient d'être basées sur des perceptions, du genre « ce chercheur parle bien » ou « il est copain avec la présidence ». Mais en quoi est-il pertinent d'évaluer un chercheur sur le nombre d'articles qu'il réussit à publier? Parce que c'est l'indication que ces articles ont passé la revue par des pairs. C'est donc l'indication que les 2-3 chercheurs spécialisés dans le même domaine et sélectionnés par le journal pour le peer reviewing n'ont pas trouvé de faute à cet article. Pour rappel, les pairs sélectionnés par le journal viennent typiquement d'une autre université et leur anonymat vis-à-vis de l'auteur est en général protégé. Difficile de trouver des personnes plus exigeantes et compétentes pour évaluer le travail de l'auteur.
Ok. Et en quoi est-il pertinent pour l'université d'évaluer un chercheur sur le nombre de citations qu'engendrent ses articles dans des articles ultérieurs? Parce que c'est un indicateur que les chercheurs spécialisés dans le même domaine ont trouvé cet article pertinent pour leur propre étude. Après tout, qui est mieux placé pour évaluer un article qu'un chercheur investiguant le même thème de recherche? Et il n'y a pas de faux positifs dans une telle mesure? Si, mais au moins c'est une mesure objective. C'est toujours mieux que de juger les chercheurs sur de pures perceptions. Mais les universités sont-elles obligées d'évaluer leurs chercheurs selon ces deux indicateurs? Non, c'est leur choix, mais c'est la norme. Pourquoi la norme? Parce que les bonnes pratiques de management se font souvent copier. Bien sûr, chaque université choisit comme elle veut comment elle évalue ses chercheurs. Elle utilise également d'autres critères sans lien avec les publications peer-reviewed. Il y a par exemple le nombre de brevets qu'aide à déposer un chercheur, le nombre de financements de recherche que le chercheur a aidé à décrocher, etc. Mais tout cela est hors sujet. Là où je veux en venir, c'est que les universités incitent fortement leurs chercheurs à publier auprès des éditeurs peer-reviewed. Pour un chercheur, c'est sa promotion qui en dépend. Mais du coup, les chercheurs sont sous pression pour publier. Ça doit être une source de stress énorme pour eux. La nuit, ils doivent être en train d'écrire des articles géniaux, puis le matin, quand ils se réveillent, il n'y a plus rien. Absolument. Et c'est ce qu'on appelle en anglais le publish or perish. Un chercheur doit publier, sinon il périra. Comme tu viens de le voir, ce système a ses avantages. Cependant, poussé à l'extrême, il crée aussi des incitations pernicieuses, délétères à la fiabilité scientifique. Par exemple, Tu verras des exemples et surtout comment ils peuvent être exploités dans la mini-série intitulée Comment manipuler la science. Ironiquement, tu verras que ces incitations pernicieuses renforcent encore plus l'importance des journaux scientifiques à plus fort impact. En effet, publier dans de tels journaux, c'est essentiel pour la carrière d'un chercheur. Donc le risque de se faire blacklister par de tels journaux, en cédant à la tentation de tricher, c'est juste un risque trop important. De plus, ces incitations pernicieuses renforcent également l'importance des études de métasciences. En effet, le rôle de la métascience, c'est aussi de fixer des recommandations pour améliorer ce mécanisme et d'évaluer si les journaux scientifiques appliquent bien ces recommandations. Lorsque ce n'est pas le cas, chose qui arrive malheureusement souvent, ce type d'étude permet d'humilier les journaux concernés pour les inciter à s'améliorer. mais est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux tout simplement mettre fin à cette politique du publier à tout prix, publier ou périr? C'est aux universités de peser le pour et le contre et d'ajuster la façon dont elles évaluent leurs chercheurs. Et là encore, cette réflexion doit être faite à la lumière de la métascience. Ceci étant dit, les inconvénients du publier ou périr ne doivent pas te faire oublier ces avantages. Évaluer les chercheurs sur leur nombre de publications et sur l'impact de leurs publications, cela permet de se reposer sur des critères objectifs. Il vaut mieux cela que des promotions basées sur de simples perceptions ou de purs jeux d'influence. Partie 3, chapitre 2, 2, 5, le problème des journaux scientifiques en accès libre. Il existe deux modes de rémunération pour les journaux scientifiques. D'abord, le mode traditionnel, c'est-à-dire à accès payant. Les universités payent alors un abonnement pour que leurs chercheurs puissent les lire. Le deuxième mode de rémunération, c'est le mode à accès libre, aussi appelé Open Access en anglais. Les journaux à accès libre sont gratuits à la lecture, mais ce sont les auteurs qui doivent payer pour y voir leur article publié, à condition bien sûr que l'article passe le peer reviewing. Enfin, certains journaux ont un modèle hybride, c'est-à-dire que l'accès aux articles est payant, sauf si un auteur paye pour rendre son article accessible librement. Mais est-ce que les journaux en accès libre sont aussi fiables que les journaux à accès payant? Vu qu'ils sont rémunérés par les auteurs, est-ce qu'ils ne risquent pas de baisser la barre des exigences pour la publication? Bien vu. Tout d'abord, les journaux à accès libre vont en effet être beaucoup moins à la recherche du scoop scientifique. Ils vont donc publier à peu près n'importe quel article, tant qu'il est dans leur domaine, et passent la revue par des pairs. Bon, tant que les critères de fiabilité sont bien appliqués lors de la revue par les pairs,
ça reste acceptable. Mais est-ce que ce modèle économique ne les incite pas également à baisser la barre pour ces critères de fiabilité? Malheureusement, il semble bien que si. D'abord, un nombre important de faux journaux scientifiques a vu le jour. Ces faux journaux publient n'importe quoi tant que l'auteur paye les frais de publication. Ces faux journaux scientifiques sont aussi appelés des journaux prédateurs. En 2020, il en existait au moins 13 000, d'après Cabells, une entreprise qui recense ces journaux prédateurs. Ensuite, même parmi les journaux en accès libre légitimes, il semble que leur niveau d'exigence soit quand même moindre. Par exemple, si on compare le temps passé entre le moment où un auteur soumet son article et le moment où l'article est publié, il se passe typiquement 100 jours auprès des éditeurs à accès payant. De plus, ce chiffre varie beaucoup d'un article à l'autre, ce qui suggère que certains articles ont subi une revue par des pairs particulièrement éprouvante, ayant probablement mené à des améliorations significatives. A l'inverse, chez les journaux à accès libre, le temps entre la soumission et la publication est typiquement de seulement 40 jours. De plus, il y a bien moins de variations d'un article à l'autre dans ce temps préalable à la publication. Ceci suggère que les pairs sélectionnés pour le peer reviewing lâchent plus facilement le morceau, y compris pour des articles problématiques. Alors bien sûr, le temps écoulé n'est pas un indicateur infaillible du niveau de rigueur exigé lors de la revue par des pairs, mais cela donne quand même une idée. Et c'est quoi ta source pour ces chiffres? C'est une étude de métascience intitulée The Strain on Scientific Publishing. Cette étude a été publiée dans le journal QSS, Quantitative Science Studies. Et ironiquement, il s'agit d'un journal en accès libre. Au moins, ceux-là, on ne peut pas les accuser d'autocensure. Exactement. Pour résumer, tous les journaux ne se valent pas. La réputation, ça compte. Beaucoup de journaux en accès libre restent tout à fait respectables. Mais attention aux faux journaux scientifiques. Pas moins de 13 000 étaient déjà recensés en 2020. Partie 3, chapitre 2.2.6. Les journaux scientifiques. Preprint égale gratuit et pas fiable, alors que postprint égale gratuit et revu par des pairs. Ce chapitre est à l'écoute optionnelle. Dans les chapitres précédents, tu as insisté sur l'importance des journaux scientifiques pour les lecteurs non érudits, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas des chercheurs. En effet, seuls des chercheurs travaillant sur le même thème de recherche sont capables d'évaluer par eux-mêmes la rigueur scientifique d'un article. Exactement. Mais en ce cas-là, pourquoi les chercheurs qui travaillent sur les mêmes thèmes de recherche ne se partagent pas directement les articles entre eux, sans attendre d'être publiés dans un journal peer-reviewed? Vu qu'ils ont les compétences nécessaires pour détecter les problèmes dans un article, ils pourraient se passer de cette revue par les pairs organisée par les journaux, non? En effet, et il existe déjà des plateformes permettant de faire exactement cela, et gratuitement. Les chercheurs y partagent la première version de leur article en même temps qu'ils la soumettent à un journal scientifique. À terme, un journal finira sans doute par accepter de publier l'article après que l'auteur aura apporté les modifications exigées lors de la revue par des pairs. Mais ces plateformes permettent aux chercheurs de publier immédiatement leurs résultats. Cela leur permet de recevoir des remarques et critiques, en plus de celles qu'ils recevront de la part des pairs sélectionnés par le journal pour le peer reviewing. Enfin, un autre avantage est que ces plateformes permettent aux auteurs de faire savoir qu'ils sont les premiers à avoir effectué une découverte. En effet, si un auteur attend que son article soit publié dans un journal scientifique, un autre chercheur concurrent pourrait être le premier à publier cette même découverte en passant par un autre journal où le peer reviewing serait plus rapide. Et en la matière, l'antériorité, ça compte. Donc c'est aussi un moyen de crier « Premier, premier !» que de publier sur ces plateformes, sans attendre que le processus de revue par des pairs se termine. Voilà. Et comment on les appelle, ces fameuses plateformes? En anglais, on les appelle des plateformes de preprint, ou aussi working papers. Je traduirai cela par plateforme de pré-publication. Oh, belle traduction. Preprint, c'est le nom donné à la version d'un article au moment où il est soumis au journal. C'est donc la version avant les modifications qu'un journal demandera d'apporter
et avant même qu'un journal ait accepté de le soumettre au peer reviewing. Et les journaux scientifiques acceptent de publier ensuite un article déjà partagé sur une plateforme de préprint? Il y a quelques années, ils y étaient souvent réticents. Mais maintenant c'est bon, ils l'acceptent. Certains journaux le prohibent encore, mais c'est devenu rare. Et une fois que le journal publie l'article, il n'exige pas que l'auteur le retire de la plateforme de préprint? Non, la version précédant les modifications exigées par le journal peut y rester. D'ailleurs, beaucoup de journaux autorisent même les auteurs à y poster le post-print, c'est-à-dire la version finale de l'article après le peer reviewing. La seule différence avec ce qui est publié dans le journal, c'est la mise en page. Mais ça ne tue pas le business model des journaux à souscription, ça? Plus ou moins. Pour protéger leur modèle économique, certains journaux n'autorisent le partage du post-print qu'après une période d'embargo de 6 à 18 mois. Mais d'autres l'autorisent immédiatement. Pour plus de détails, j'ai mis en annexe un tableau de Wikipédia qui fait la comparaison pour tous les principaux éditeurs peer-reviewed. Mais pourquoi ces journaux sont finalement aussi permissifs, alors même que certains d'entre eux dépendent des abonnements pour gagner de l'argent? Ma compréhension, c'est qu'il s'agit là d'une concession accordée par ces journaux suite au bras de fer engagé avec certains gros sponsors de la recherche. Ces derniers ont engagé ce bras de fer pour rendre la recherche accessible librement et pour faire baisser les prix exigés par les journaux. Alors, pour revenir sur le principe même du préprint, est-ce qu'on peut considérer ce qui est publié sur ces plateformes ou pré-publié, c'est fiable? Est-ce que c'est fiable? Non, pas du tout. Comme démontré précédemment, les journaux scientifiques apportent les rouages manquants au mécanisme régissant la recherche universitaire. Sans ces rouages, le mécanisme n'est pas complet et donc n'est pas fiable. Les préprints court-circuitent ces rouages manquants, donc non, le mécanisme qui les régit n'assure pas leur fiabilité. Seuls les chercheurs travaillant sur les mêmes thèmes de recherche peuvent juger par eux-mêmes de la fiabilité d'un préprint. Ni le public, ni les journalistes et ni les décideurs ne peuvent s'y fier. Pourtant, les journalistes y font souvent référence dans leurs articles. Eh bien, ils ne devraient pas, et tu ne dois pas y accorder du crédit. Et alors, le post-print, c'est fiable? Là oui, un post-print, c'est bien le résultat du mécanisme complet. Un post-print est donc aussi fiable que la réputation du journal dans lequel il sera finalement publié. Bien sûr, s'il s'agit d'un journal prédateur, ça ne vaut toujours rien. Partie 3, chapitre 2.2.7, les journaux scientifiques, chapitre optionnel, maison d'édition peer-reviewed. Dans les épisodes précédents, tu as vu le rôle des journaux scientifiques. Tu as vu en quoi ces derniers jouent le rôle de contrepoids face à l'influence des sponsors sur la recherche universitaire. Les chercheurs utilisent les journaux scientifiques pour y publier leurs résultats d'études. Ok. Mais est-ce qu'il est vraiment obligatoire que le format de publication soit un article plutôt qu'un livre? Après tout, il pourrait y avoir des maisons d'édition peer-reviewed, tout comme il y a des journaux peer-reviewed. Le mécanisme serait exactement le même. Absolument. Et en effet, il existe bien de telles maisons d'édition. Ah, j'ai inventé quelque chose qui existait. Exactement. Concrètement, presque toutes les sciences reposent sur des articles plutôt que des livres. En effet, la publication de leurs résultats d'études ne nécessite que quelques pages. Cependant, pour certains domaines, les articles sont un format juste trop court. Il existe donc des maisons d'édition peer-reviewed, tout comme il existe des journaux peer-reviewed. Par contre, sois bien attentif à la maison d'édition quand tu tombes sur un livre avec des résultats de recherche nouveaux. Car une maison d'édition classique, non peer-reviewed, ça n'est pas une source acceptable pour des résultats inédits. Et est-ce qu'il existe un terme générique pour englober à la fois les éditeurs de journaux et les maisons d'édition peer-reviewed? Oui, on appelle cela des scholarly publishers. Et toi qui es fort pour les traductions de l'anglais au français, ça donnerait quoi? Il n'y a pas de traduction officielle, mais je les traduirai par éditeur peer-reviewed ou éditeur revu par des pairs dans tout le reste du cours. Dans la suite du cours, je parlerai surtout des journaux, mais je m'efforcerai quand même d'employer des termes inclusifs pour que les livres ne se sentent pas exclus. Je parlerai donc de littérature peer-reviewed
pour désigner à la fois les articles et les livres qui sont revus par des pairs. Et enfin, je parlerai d'éditeurs peer-reviewed pour parler à la fois des journaux et maisons d'édition revus par des pairs. Partie 3, chapitre 2.2.8. Les journaux scientifiques. La revue par des pairs est incontournable pour tous les domaines de recherche. Dans le monde de la recherche, l'établissement des faits s'effectue d'étude en étude, à chaque fois publié auprès d'un éditeur peer-reviewed. Ce sur quoi je veux insister, c'est que ce mécanisme, il s'applique en fait à tous les domaines de recherche. Les choses sont donc ainsi pour toutes les sciences, et tout particulièrement celles qui ne sont pas de pur raisonnement logique, mais qui relèvent au contraire des faits. Cela concerne donc la médecine, le climat, l'histoire, l'économie, la psychologie, etc. De plus, cela concerne également les domaines de recherche non empiriques, comme par exemple la géopolitique ou le droit. Donc oui, il y a des éditeurs peer-reviewed spécialisés en géopolitique et d'autres spécialisés en droit. Donc, si tu veux entendre autre chose que de la propagande sur les sujets géopolitiques, tu dois exiger que tes informations découlent en priorité de la littérature géopolitique peer-reviewed. De même, si tu veux savoir si la décision d'un juge est bien alignée avec la jurisprudence, tu dois encore une fois exiger que tes informations découlent en priorité de la littérature juridique peer-reviewed. Est-ce que c'est vraiment mon boulot de citoyen que de lire des textes aussi complexes ? Non, c'est là le boulot des journalistes, des vulgarisateurs et de certains décideurs. Mais là où je veux en venir, c'est que les informations que ces personnes te présentent doivent obligatoirement découler en priorité de ces textes. Car sinon, cela veut dire que ce qui t'est présenté, ça n'est pas le produit d'un mécanisme fiable. Bon, je vois en quoi la géopolitique peut intéresser le public, mais par contre, je vois mal l'intérêt de la recherche juridique. Bien sûr, cela a un intérêt pour les professionnels, pour des avocats, mais est-ce que cela a le moindre intérêt pour le public ? Oui, la recherche en droit permet de surveiller les décisions des juges. C'est la production de ce domaine de recherche qui te permet de vérifier si les décisions d'un juge sont bien alignées avec la loi et dans la continuité de la jurisprudence. Dit autrement, c'est ce domaine de recherche qui te permet de vérifier qu'un juge est impartial. C'est donc à la lumière de cette recherche que tu dois fonder ton opinion sur l'impartialité d'un juge, pas sur des anecdotes insignifiantes montées en mayonnaise par des polémistes. Je pense par exemple à l'anecdote du mur des cons dans les locaux du syndicat de la magistrature en France. Ce genre d'anecdote est séduisant parce qu'il nous permet de nous former une opinion sans avoir à comprendre ce qu'ont établi les chercheurs. Les raccourcis intellectuels, c'est séduisant, mais ça te mènera droit dans le mur. Pour conclure, quel que soit le domaine de recherche, l'établissement des faits s'effectue d'étude en étude, à chaque fois publié auprès d'un éditeur peer-reviewed. Je te le concède, lire ces textes, c'est un énorme boulot. Mais pas d'inquiétude, la presse et autres vulgarisateurs sont là pour ça. Mais comment alors t'assurer que ces derniers vulgarisent correctement ? Eh bien, ton premier critère, ça doit être d'exiger que toutes les informations qu'ils te présentent sur les sujets d'expertise découlent en priorité de textes publiés auprès d'éditeurs peer-reviewed réputés. Enfin, méfie-toi des raccourcis intellectuels. Si tu tires des conclusions sur des sujets d'expertise sans avoir eu à comprendre ce que les chercheurs ont démontré, c'est un red flag, c'est-à-dire un signe rédhibitoire de manipulation ou au minimum de roue libre intellectuelle. Il faut que tu sois capable d'identifier par toi-même de tels signes.